les milliardaires français ne payent pas ou quasiment pas d'impôt sur le revenu. La taxe Zuckman, elle est inconstitutionnelle. C'est une menace sur les investissements en France. Est-ce que les milliardaires paient vraiment des impôts comme toi et moi? Ou ont-ils trouvé la faille ultime du système fiscal? Tu as sans doute déjà entendu dire que les ultra-riches échappent largement au fisc, qu'ils ne contribuent pas à la hauteur de leur fortune. Mais qu'en est-il vraiment? Chiffres à l'appui. Ma vidéo sur le système acheter, emprunter, mourir a beaucoup plu et coup de chance, on va pouvoir ici aller plus loin car aujourd'hui je vais te révéler, grâce à une étude inédite de l'Institut des politiques publiques, comment fonctionne réellement l'imposition des milliardaires en France. On va découvrir pourquoi, à un certain niveau de richesse, le système fiscal devient régressif. Oui, tu as bien entendu, plus tu es riche, moins tu paies. Je vais t'expliquer comment fonctionne vraiment la fiscalité française et surtout pourquoi elle s'effondre complètement quand on arrive au sommet de la pyramide des revenus. Tu vas découvrir que notre système, qu'on nous présente comme l'un des plus justes et des plus progressifs au monde, cache une énorme faille. Une faille qui profite uniquement à une poignée d'ultra-riches. Et le plus intéressant, c'est ce qu'on verra à la fin, parce que l'étude répond à la question qui fâche. Combien paient réellement les milliardaires en impôts? Et crois-moi, les chiffres vont te choquer. On parle de taux ridiculement bas que tu n'imagines même pas possible dans un pays comme la France. Quand on parle d'impôts et de milliardaires, on a souvent l'impression d'entrer dans un débat idéologique. Tu entends d'un côté, les riches ne paient jamais d'impôts, et de l'autre, si, au contraire, ce sont ceux qui financent tout le système. Mais en réalité, pour savoir qui a raison, il faut des données précises. Et c'est exactement ce que l'on a ici. L'étude ne se contente pas de regarder les chiffres habituels comme le revenu déclaré aux impôts, elle va beaucoup plus loin. D'habitude, quand on mesure les impôts des Français, on se base sur le revenu fiscal de référence. C'est le chiffre qui sert de base pour calculer l'impôt sur le revenu. Et ça, tout le monde connaît. Tu déclares ton salaire, tes loyers, tes dividendes, et l'administration calcule ton impôt. Sauf qu'il y a un gros problème. Ce revenu fiscal ne reflète pas du tout la réalité économique des ultra-riches. Parce que les plus riches ne gagnent pas vraiment leur argent comme toi et moi. Toi, ton revenu, c'est ton salaire, tes loyers, peut-être quelques dividendes si tu investis un peu en bourse. Eux, leur vrai revenu provient de leur société qu'ils contrôlent. Une grande partie de ce revenu n'apparaît donc jamais dans leur déclaration d'impôt, parce qu'il reste à l'intérieur de leurs entreprises. J'ai déjà expliqué cela dans ma vidéo que je te mets ici sur acheter, emprunter, mourir. Donc si on ne regarde que le revenu fiscal, on sous-estime complètement leur richesse et donc leur capacité réelle à payer des impôts. Là où cette étude innove, c'est qu'elle a construit une mesure plus complète, le revenu économique. Le revenu économique, c'est quoi? C'est le revenu fiscal plus deux choses que le fisc ne compte pas habituellement. 1. Les cotisations sociales non contributives. On reviendra par la suite avec des explications. Et 2. Les bénéfices non distribués des sociétés que contrôle un foyer fiscal. En clair, si tu possèdes une entreprise et que tu décides de ne pas distribuer les bénéfices en dividendes, ça reste quand même ton argent. Tu contrôles cet argent et tu décides de ce que la société en fait. Donc, dans cette étude, on considère que ça fait partie de ton revenu réel. Mais pour faire ça, il fallait avoir accès à des données incroyablement précises qui sont utilisées ici. L'Institut a pu rapprocher plusieurs bases fiscales qui d'habitude ne sont jamais croisées. Les déclarations d'impôt sur le revenu, les déclarations d'ISF, à l'époque en 2016 c'était encore l'ISF et pas l'IFI, les liasses fiscales des entreprises qui disent qui détient combien de parts d'une société. En gros, pour la première fois en France, on a pu lier les particuliers aux entreprises qu'ils contrôlent et voir l'ensemble de leurs revenus réels. C'est rarissime. Même à l'international, seuls quelques pays, comme la Norvège ou la Suède, ont permis ça. Grâce à ce travail, on peut enfin répondre à une question clé. Quels impôts les milliardaires paient-ils vraiment, quand on prend en compte tout leur revenu économique? Et là, ça change totalement la perception. Cette étude coupe court aux approximations. Elle prend tous les impôts directs, impôt sur le revenu, ISF, cotisation sociale, impôt sur les sociétés des entreprises contrôlées, et les compare à tout le revenu économique. Tu vois, si on ne prend pas en compte ces bénéfices cachés dans les entreprises, c'est comme comparer un salarié qui gagne 3 000 € par exemple par mois avec un patron qui se verse un salaire de 3 000 €, mais qui en réalité laisse 100 000 € par mois sur le compte de la société. Sur le papier, il gagne pareil. Mais dans la vraie vie, on sait bien que ce n'est pas du tout le même niveau de richesse. Eh bien, c'est exactement ça le problème des statistiques classiques. Elles mettaient tout le monde dans le même sac
en ne regardant que les revenus distribués. Avec cette approche, on montre deux choses fondamentales. 1. Pour la majorité des Français, l'impôt est bel et bien progressif. Plus tu gagnes, plus ton taux d'imposition monte. 2. En haut de la pyramide, pour les ultra riches, ce mécanisme s'inverse totalement. Et ça, on ne pouvait pas le voir avant. Alors, comment on mesure vraiment la richesse? Parce qu'en réalité, tout dépend de la définition qu'on donne au mot revenu. Et crois-moi, ce n'est pas du tout la même chose entre un salarié, un indépendant et un milliardaire. Pour la grande majorité des Français, le revenu, c'est simple. Ton salaire, tes revenus fonciers si tu as un appartement en location, tes dividendes si tu as quelques actions. Et éventuellement, tes allocations chômage ou ta pension de retraite. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence. C'est ce que tu déclares à l'administration. Et c'est sur cette base que l'État calcule ton impôt sur le revenu. Jusque-là, rien de compliqué. Là où ça se complique, c'est quand on regarde les ultra riches. Parce que eux, leur revenu fiscal ne dit presque rien de leur richesse réelle. Parce qu'ils ne vivent pas de salaire ou de revenus. Leur vrai revenu, c'est celui de leurs entreprises. Imagine que tu possèdes 80% d'une société qui fait un bénéfice de 10 millions d'euros cette année. Si tu ne distribues rien en dividende, ton revenu fiscal sera zéro. Mais est-ce que ça veut dire que tu es pauvre? Bien sûr que non. Tu contrôles une entreprise qui vient de générer 10 millions. Tu peux décider d'investir, de réinvestir ou de distribuer plus tard, mais tu as la main dessus. Et c'est exactement là que le revenu fiscal et le revenu économique se séparent. Le revenu économique, c'est une définition plus large et plus réaliste du revenu. Il inclut 1. Ton revenu fiscal, comme tout le monde. 2. Les cotisations sociales non contributives. Elles servent en fait au système de solidarité. C'est les cotisations qui profitent à tous, comme pour payer les allocations familiales, le RSA, etc. Cette partie est donc assimilable à des impôts déguisés. Et surtout, troisièmement, les bénéfices non distribués des sociétés que tu contrôles. En clair, si tu as le pouvoir de décider ce que fait une entreprise, les bénéfices de cette entreprise, même si tu ne les retires pas tout de suite, font partie de ton revenu économique. Prenons deux exemples pour que ce soit clair. Exemple 1, le boulanger Madame X possède une petite boulangerie familiale. Elle dégage 100 000 euros de bénéfices dans l'année. La moitié est distribuée et l'autre reste dans la société. Son revenu fiscal, en gros 50 000 euros. Son revenu économique, plutôt 100 000 euros. Parce qu'on ajoute la part des bénéfices qu'elle contrôle mais qu'elle a laissé dans la société. Exemple 2, le milliardaire, monsieur Y, possède 100% d'une holding qui contrôle une multinationale. Cette multinationale génère 1 milliard de bénéfices. La société décide d'en distribuer seulement 50 millions. Revenu fiscal de monsieur Y, 50 millions. Revenu économique, quasiment 1 milliard, parce qu'il contrôle la société et donc l'ensemble des bénéfices, même si la majorité reste dans les comptes. Tu vois la différence? Si tu ne regardes que le revenu fiscal, tu passes complètement à côté de l'ampleur réelle de sa richesse. C'est là que tout change dans la manière de calculer les impôts. Si tu compares uniquement les revenus fiscaux, tu as l'impression que les milliardaires ne gagnent pas tant que ça, et donc qu'ils ne paient pas moins d'impôts que les autres. Mais si tu prends en compte le revenu économique, tu vois qu'ils sont beaucoup plus riches que ce que leur déclaration fiscale laisse penser. Et du coup, le poids réel de leur impôt devient minuscule quand tu le rapportes à ce revenu économique. Voici quelques chiffres très parlants. Pour faire partie du top 1% des Français en revenu économique, il faut environ 171 000 euros par an. Pour être dans le top 0,01%, c'est plus de 3,2 millions d'euros. Et pour atteindre le top 0,0002%, donc le club des milliardaires, c'est environ 150 millions d'euros par an de revenus économiques. Tu comprends bien que ce n'est pas du tout la même échelle. Et tu vois aussi pourquoi il est absurde de comparer ton revenu fiscal avec celui d'un milliardaire. Vous ne jouez pas dans la même cour. Et surtout, il peut choisir de rendre complètement invisibles ses revenus en les laissant tout simplement dans ses sociétés. En fait, il y a deux mécanismes principaux. 1. Les plus riches contrôlent des sociétés. Ça leur permet de décider s'ils distribuent ou pas les bénéfices. 2. Ils épargnent plus. Donc naturellement, ils distribuent moins et laissent plus d'argent dans leurs entreprises. On va maintenant voir que ces différences changent tout dans la progressivité de l'impôt. En France, le principe de base de l'impôt est simple. Plus tu gagnes, plus tu contribues. C'est ce qu'on appelle la progressivité fiscale. Et globalement, ça marche. Quand on regarde la majorité de la population, l'impôt fait bien son travail. Les ménages modestes paient peu, les classes moyennes paient proportionnellement un peu plus, et les hauts revenus paient encore davantage. Le système est conçu pour que chaque tranche de revenus soit taxée à un taux supérieur à la précédente. Si tu gagnes un peu plus, tu passes à une tranche plus haute. Mais seule la partie supplémentaire est taxée plus lourdement. C'est ce mécanisme qui permet d'avoir un taux d'imposition moyen qui monte avec le revenu.
Si on regarde les 90% des Français les moins riches, l'impôt reste relativement modéré. Les taux effectifs ne dépassent pas 20% du revenu économique. Puis quand on grimpe dans le dernier décile, c'est-à-dire les 10% les plus aisés, la courbe s'élève franchement. Là, la progressivité se met à jouer à plein régime. Plus tu avances vers les foyers du haut de la pyramide, plus le taux d'imposition augmente. La vraie bascule commence quand on entre dans le top 1%. Pour ces ménages, les taux d'imposition deviennent significatifs, autour des 35% du revenu économique. Et plus on monte, plus ça grimpe. Les 0,1% les plus riches atteignent environ 46%. À ce stade, on est encore dans la logique de la progressivité. Plus de revenus, donc plus d'impôts, avec un effort fiscal qui devient très élevé pour les plus riches. Mais au-delà de ce seuil, la machine s'enraye. À partir des 0,1% supérieurs, la courbe cesse de monter. Pire, elle s'inverse. Le système devient régressif, c'est-à-dire qu'à mesure que tu avances dans les tout derniers rangs des plus hauts revenus, le taux moyen d'imposition baisse. Concrètement, on passe de 46% pour les 0,1% les plus riches à seulement 26% pour les 0,0002%. Ce club minuscule représente environ 75 foyers fiscaux en France. Tu vois le paradoxe. Pour 99% des contribuables, plus tu gagnes, plus tu contribues. Mais pour cette poignée de super fortunés, c'est l'inverse. Plus ils engrangent, moins l'État prélève en proportion. Ce phénomène est fascinant parce qu'il va totalement à contre-courant de ce qu'on nous répète depuis des décennies. Officiellement, le système français est présenté comme l'un des plus redistributifs au monde. Et c'est vrai pour l'immense majorité de la population. Mais tout en haut, au niveau des milliardaires, ce modèle se retourne contre lui-même. La progressivité, qui est censée être la pierre angulaire de la fiscalité, disparaît complètement. Pourquoi est-ce si important de comprendre ce point? Parce que la progressivité n'est pas juste une formule mathématique, c'est une question de justice fiscale. Si l'on dit chacun contribue selon ses moyens, alors on doit s'assurer que ceux qui ont le plus contribuent réellement plus. Or, ce que cette étude révèle, c'est que ce principe ne tient plus passé un certain seuil. Et ce n'est pas un détail marginal. Ça concerne les foyers qui concentrent les fortunes les plus colossales du pays. D'abord, il faut situer de qui on parle. On n'est plus dans le top 1%, ni même le top 0,1%, on parle du top 0,01%, puis du top 0,0002%. En France, ça représente environ 75 foyers fiscaux. Leur revenu économique annuel, c'est 150 millions d'euros. On n'est plus dans le riche, ni même dans le très riche, on est dans la catégorie des milliardaires. On a souvent tendance à se dire, en France, les riches paient énormément. L'État les matraque. Et c'est vrai pour les hauts revenus classiques. Mais cette image se brise quand on regarde les ultra-riches. Eux ne sont pas matraqués, mais bénéficient, sans qu'il y ait eu besoin de niche ou de montage exotique, d'une mécanique fiscale qui joue en leur faveur. Et le plus fort, c'est que cette mécanique n'est pas illégale. Elle est parfaitement intégrée dans le fonctionnement du système. Ce groupe est microscopique, quelques dizaines de familles, et pourtant elles concentrent une partie énorme des richesses du pays. Et parce qu'elles sont si peu nombreuses, leur situation passe souvent inaperçue dans les statistiques globales. Pourtant, leur poids politique et économique est immense. Quand on parle de réforme fiscale, ce sont ces foyers qui ont le plus à perdre ou à gagner. La régressivité, ce n'est pas seulement une curiosité statistique, c'est une rupture du contrat social. Parce que la fiscalité, c'est censé être la grande égalisatrice. C'est ce qui permet de dire à chacun, oui, certains gagnent plus, mais ils contribuent aussi plus. Tu pourrais te dire, bon, c'est peut-être juste en 2016, c'est l'année de l'étude. Mais non, ce mécanisme ne dépend pas d'un détail ponctuel. Il découle de la structure même du système fiscal français. Tant que les bénéfices conservés dans les sociétés ne sont pas imposés comme un revenu personnel, les ultra-riches continueront à afficher des taux d'imposition ridiculement bas. L'étude ne cite pas de nom, confidentialité oblige, mais on peut très bien imaginer un milliardaire qui détient un grand groupe coté, une famille industrielle qui contrôle une grande entreprise, ou un entrepreneur star du numérique par exemple. Quand on entend des polémiques sur la fiscalité, on parle souvent de l'ISF ou de l'IFI aujourd'hui, de la taxation des dividendes et des niches fiscales. Mais en réalité, ce n'est pas là que se cache l'essentiel. Le vrai sujet, c'est cette minuscule élite qui échappe mécaniquement à la progressivité. En France, les revenus personnels sont taxés par l'impôt sur le revenu, avec un barème progressif, comme on l'a dit, qui monte jusqu'à plus de 45%, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux. La conséquence, c'est qu'un cadre bien payé peut voir plus de la moitié de ses revenus partir en impôts et cotisations. À côté, il y a l'impôt sur les sociétés. En 2016, le taux était de 33,3%. Depuis, il a même baissé. Et surtout, il n'a rien de progressif, c'est un taux unique, fixe.
Quand tu compares les deux, tu comprends vite, mieux vaut que ton argent reste dans ta société taxé à 33% plutôt que de se retrouver dans ta poche où il sera taxé jusqu'à 59%. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Un entrepreneur classique a besoin de se verser des revenus pour vivre. Mais un milliardaire, pas vraiment. Il peut parfaitement laisser 90%, 95%, voire 99% des bénéfices de sa société à l'intérieur de la société. Et tant que ces bénéfices restent dans la société, ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Ils ne subissent que l'impôt sur les sociétés. Autrement dit, plus tu es riche, moins tu as besoin de distribuer tes profits. Et plus ton taux d'imposition effectif diminue. Ce mécanisme est bien rodé. Dans le top 1%, l'impôt sur les sociétés reste marginal dans le total des impôts payés. Mais dans le top 0,01%, il devient prépondérant. Pourquoi? Parce que les revenus imposés à l'impôt sur le revenu deviennent minuscules par rapport aux bénéfices conservés dans les entreprises. La conséquence, c'est que le poids fiscal se déplace. L'impôt sur le revenu s'efface et c'est l'impôt sur les sociétés qui prend le relais. À première vue, on pourrait se dire, bon, ce n'est pas si grave, au moins il paie l'impôt sur les sociétés. Sauf qu'il y a une différence énorme. L'impôt sur le revenu peut monter à près de 60%. L'impôt sur les sociétés plafonne beaucoup plus bas. Donc, mécaniquement, quand un revenu bascule de l'IR vers l'IS, l'État y perd en proportion. Prenons un exemple concret. Un chef d'entreprise a 10 millions de bénéfices. S'il les distribue et se les verse, il passe par l'impôt sur le revenu. Là, le fisc peut en récupérer jusqu'à 5 ou 6 millions. S'il les laisse dans sa société, ils ne subissent que l'impôt société. L'État récupère donc environ 3 millions. La différence, c'est 3 millions d'euros de recettes fiscales en moins chaque année. Et ce n'est pas tout, l'impôt sur les sociétés n'est pas uniforme. Il dépend du pays où se trouve la filiale. Si une partie des bénéfices est logée en Irlande, au Luxembourg ou dans un autre pays à fiscalité plus douce, le taux réel peut descendre encore plus bas. C'est pour ça que l'étude précise que le taux global des milliardaires chute en moyenne à 26% et parfois beaucoup moins quand on affine. Ce n'est pas une optimisation tordue dans un paradis fiscal exotique. C'est une conséquence directe de la façon dont est conçu le système français. Le fisc considère que les bénéfices appartiennent à la société et pas à l'actionnaire, tant qu'ils ne sont pas distribués. Donc, tant qu'ils restent dans les comptes, ils échappent à l'impôt personnel. Et pour un milliardaire qui n'a pas besoin de dividendes pour payer son loyer ou ses courses, c'est une aubaine. Ce mécanisme ne profite pas aux classes moyennes ni même aux cadres aisés, parce que eux ont besoin de revenus immédiats pour financer leur niveau de vie. Ils ne peuvent pas tout laisser dans leur société. En revanche, pour une grande fortune, ce levier est parfait. Elle vit sur une petite fraction des dividendes et laisse tout le reste capitalisé à l'abri dans la société. Tu pourrais te dire, bon, c'est typiquement français, un système mal fichu qui profite aux ultra riches. Mais la réalité est plus nuancée. En fait, cette mécanique de régressivité existe dans la plupart des pays développés. Alors, est-ce que la France est une exception? Pas vraiment. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Les chercheurs qui ont travaillé sur cette étude française ne sont pas seuls. D'autres pays ont mené des analyses similaires et les résultats convergent. En Suède, une étude de 2020 montre exactement la même chose. Les très grandes fortunes paient proportionnellement moins que les hauts revenus classiques. Aux Pays-Bas, des travaux de 2022 confirment aussi cette régressivité au sommet. En Nouvelle-Zélande, l'administration fiscale a récemment publié une étude qui aboutit également aux mêmes conclusions. Même aux États-Unis, malgré un système fiscal très différent, on retrouve des mécanismes qui permettent aux ultra-riches de limiter leur taux d'imposition effectif. Bref, la France n'est pas un cas isolé, c'est une tendance mondiale. Cela dit, il y a quand même des particularités en France. Historiquement, notre pays avait un taux marginal d'imposition personnelle très élevé, plus de 50%. Et jusqu'aux années 80, l'impôt sur les sociétés était à peu près au même niveau. Il n'y avait pas à cette époque vraiment d'intérêt à laisser ses bénéfices dans une société, puisque le taux était similaire. Mais à partir des années 90, les choses ont changé. Le taux de l'impôt sur les sociétés a été abaissé progressivement pour arriver à 33% en 2016, puis encore moins aujourd'hui d'ailleurs. Dans le même temps, les droits de donation ont été allégés, notamment avec le fameux pacte Dutreil qui permet de transmettre une société avec des abattements massifs. En clair, le système français est devenu de plus en plus favorable à la conservation des bénéfices dans les sociétés. Si on regarde à l'étranger, il y a des nuances intéressantes. Aux États-Unis, par exemple, il existe depuis les années 30 une taxe spécifique sur les holdings familiales qui conservent leurs revenus financiers. En gros, si une holding ne redistribue pas ses bénéfices, elle peut être taxée quand même, justement pour éviter que les milliardaires contournent l'impôt sur le revenu. Toujours aux États-Unis, les résidents qui contrôlent des sociétés étrangères doivent payer une taxe spéciale
sur les revenus non distribués de ces sociétés. Ça limite un peu le jeu des filiales dans les paradis fiscaux par exemple. Donc ce n'est pas impossible d'éviter l'impôt, mais c'est beaucoup plus coûteux qu'en Europe. En France, ce type de taxe directe sur les holdings serait très compliqué à mettre en place parce que le droit européen bloque certaines options. Par exemple, la directive mère-fille empêche de taxer une société sur les dividendes reçus d'une filiale. Donc si une holding encaisse des dividendes et décide de ne pas les redistribuer, on ne peut pas lui appliquer un impôt personnel comme aux États-Unis. Ça montre bien que ce problème n'est pas seulement français. Il est aussi lié aux règles européennes qui favorisent la circulation des capitaux. Il y a aussi un autre facteur, la concurrence fiscale entre les pays. Chaque État a peur que les grandes fortunes ou les multinationales s'en aillent. Donc un peu partout en Europe, on a baissé l'impôt sur les sociétés ces 30 dernières années. Et cette baisse a renforcé l'écart avec l'impôt sur le revenu. Ce qui rend encore plus rentable le fait de garder ses profits dans les entreprises. Tu comprends mieux pourquoi cette étude est importante. Elle montre que la régressivité n'est pas une anomalie française. C'est une tendance internationale liée à la manière dont on a conçu la fiscalité du capital. Et c'est aussi pour ça que les réformes nationales seules ont du mal à corriger le problème. Si la France décidait demain d'imposer lourdement les bénéfices conservés dans les sociétés, beaucoup de grandes fortunes trouveraient simplement un moyen de délocaliser leur structure ailleurs. Donc non, la France n'est pas un cas particulier. La question est-ce qu'on accepte que ça continue au nom de la compétitivité et de l'attractivité, ou est-ce qu'on cherche à corriger cette injustice fiscale au sommet? On arrive au moment que tu attends depuis le début. La réponse brute à la question qui fâche, combien les milliardaires paient-ils vraiment d'impôts en France? Prépare-toi parce que les chiffres vont te surprendre. Si tu demandes au fisc ou à certains économistes, ils vont te dire le système est progressif. Les riches payent plus que les autres. Ce n'est pas totalement faux. Jusqu'au top, 0,1%, ça se vérifie. Mais une fois qu'on franchit ce seuil, la tendance s'inverse. Et pour les 0,0002% des plus riches, soit comme on a dit 75 foyers fiscaux en France, le taux d'imposition effectif n'est plus de 46%, mais seulement de 26%. Mais attends, ce n'est pas tout. Car si on zoome encore davantage en isolant l'impôt sur le revenu personnel, le constat est encore plus spectaculaire. Chez ces ultra-riches, l'impôt sur le revenu ne représente que 2% environ de leur revenu économique réel. Oui, tu as bien entendu, 2%. Toi, avec un revenu modeste ou moyen, tu en payes peut-être 10, 15 ou 20%. Eux, avec des centaines de millions d'euros de revenus économiques, payent 2%. C'est ça le chiffre que personne n'a envie de dire tout haut. L'étude a poussé l'analyse plus loin. Elle s'est demandé que se passerait-il si ce revenu économique était taxé comme ceux de n'importe quel contribuable. La réponse est édifiante. Leur taux d'imposition passerait de 26% à 59%. Ce n'est pas une petite différence, c'est un doublement de la charge fiscale. Et ça montre bien à quel point le système est favorable à ce micro-groupe. Pourquoi cette réalité choque autant? Parce qu'elle est invisible pour le citoyen moyen. Et comme ce groupe est minuscule, son cas est noyé dans la masse. Alors bien sûr, on peut débattre à l'infini. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste? Certains diront tant mieux si les sociétés gardent leurs bénéfices, ça finance l'investissement et la croissance. D'autres rétorqueront non, c'est une injustice flagrante. Ce qui est sûr, c'est que les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2% d'impôts personnels sur des centaines de millions de revenus, là où un salarié paye 20%, ça pose question. Et c'est exactement pour ça que ce sujet est explosif, surtout en ce moment, en 2025. Car en montrant noir sur blanc cette régressivité au sommet, ça met en lumière une faille béante dans notre contrat social. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te choque ou est-ce que tu trouves ça logique? Tu peux le dire en commentaire, je lis toutes les réponses et j'essaie de répondre à un maximum de commentaires. N'hésite pas évidemment à partager cette vidéo autour de toi, plus on sera nombreux à savoir, plus ce débat pourra exister. Et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, j'y parle de patrimoine, de placement, d'immobilier, de finance, parce qu'au fond cette étude ne parle pas seulement d'impôts, elle parle de justice, d'équité et d'une question essentielle, chacun contribue-t-il vraiment selon ses moyens? Voilà, et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.